Il est 18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. C'est le mondial de tous les exploits pour nos lionceaux de l'Atlas qui ont brillé encore une fois hier en demi-finale face aux Bleuets. La sélection nationale des moins de 20 ans a fait chuter son homologue française par 5 tirs au but à 4. Une prouesse qui offre au Maroc une place en finale face à l'une des équipes les plus titrées, l'Argentine. Nous en ferons le débrief avec un expert. C'était il y a un demi-siècle, jour pour jour, l'appel de feu Sa Majesté le roi Hassan II à la glorieuse marche verte, une date phare de l'histoire du Maroc contemporain qui a scellé un tournant décisif dans la réalisation de l'intégrité territoriale du royaume. Évocation dans ce jour-là. Maroc-Russie, le partenariat stratégique franchit un nouveau palier. Les perspectives de coopération entre les deux pays étaient au centre d'entretiens tenus aujourd'hui à Moscou entre Nassar Bourita et son homologue russe Sergei Lavrov. Une rencontre couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant création d'un comité de travail russo-marocain. Auteur d'un tournoi historique, les lionceaux de l'Atlas se feraient un chemin jusqu'en finale. Après l'Espagne et les États-Unis, le Maroc a écarté la France hier soir. Les hommes de Mohamed Wahbi ont triomphé lors d'une épique séance de tir au but face aux Bleuets, l'une des équipes favorites. Un exploit inédit avant la grande finale qui mettra aux prises les lionceaux aux héritiers de Lionel Messi. Mehdi Karakchou et Sofia Fekrout. Voici l'exact moment qui a propulsé le Maroc en finale de la Coupe du Monde U20. Et voici l'homme ou le jeune homme du match. Le gardien remplaçant Abdelkrim Msbahi, auteur de l'arrêt sur le dernier tir au but français. C'est l'épilogue d'un match fou au Chili et d'une folle soirée au Maroc. Retour au premier quart d'heure. Les Lions de l'Atlas s'affichent une volonté claire de faire sauter le verrou français. Les poulains de Mohamed Wahbi maintiennent la pression sur la défense française qui tente de riposter par des contre-attaques rapides. Le rythme s'élève ensuite et le jeu s'ouvre avec un engagement offensif des deux côtés. À la 32e minute, un très concentré Yassir Zabiri transforme un penalty accordé par l'arbitre uruguayen en but. On avait une équipe qui savait ce qu'elle voulait, qui a eu des moments, on a eu des moments forts, on a su aller presser, un peu changer, pas changer notre manière de jouer, mais je pense que les gens oublient ou ne savent pas qu'on est une équipe qui sait aussi aller chercher haut, qu'on est une équipe qui sait aussi avec le ballon garder la possession. En seconde période, l'équipe de France continue de pousser dans la surface marocaine. Le pressing français finit par faire sauter le verrou à la 59e minute. Lucas Michal profite d'un mauvais alignement défensif pour loger le ballon au fond des filets marocains. Après les prolongations, la décision se joue au tir au but. Au terme de cette séance, la France s'est cruellement sortie de la compétition par les lionceaux, victorieux 5 tirs à 4. Franchement, je suis content de l'équipe. Maintenant, j'espère qu'on va aller en finale et qu'on va la gagner cette finale. On mérite. Et je suis content aussi que l'équipe, que le coach, que le staff fasse partie de l'histoire. On a écrit l'histoire aujourd'hui, je suis content. Les lionceaux de l'Atlas décrochent leur billet pour la finale du mondial U20 et signent au passage un exploit historique pour le football marocain. Maroc-Argentine, ce sera donc l'ultime affiche de ce mondial chilien à suivre dimanche à minuit, heure marocaine. Nous en parlons en direct depuis Casablanca avec le journaliste sportif Amin Raad. Bonsoir. Une performance inédite de nos jeunes hier soir face à une équipe tricolore vaillante qui s'est soldée par un précieux ticket en finale. Quel est votre débrief sur le jeu ? Bonsoir, merci de me recevoir. Tout d'abord, cette victoire est bien plus qu'une qualification historique pour la finale de la Coupe du Monde U20. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine initié par la Fédération royale marocaine de football sous la présidence de Fawzi Larja et bien sûr
qui travaille dans la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le développement du football dans notre pays. Et puis, cette équipe a montré beaucoup de résilience au cours de ce match. Elle a démontré qu'elle avait du mordant pour aller titiller la défense de cette équipe de France. D'abord, on l'a vu lors de cette rencontre. L'équipe s'est maintenue en bloc bas médian, poussant la France dans ses retranchements. Et chose qui a permis à l'équipe nationale de décrocher son premier but. Et puis, tout au long de la rencontre, nous avons vu comment ces jeunes se sont battus pour le maillot, se sont battus pour défendre les couleurs nationales et bien sûr pour, jusqu'à la fin, avec l'arrêt, bien sûr, du portier remplaçant qui a propulsé le Maroc vers cette finale historique. Justement, on a vu le pressing, la rigueur défensive. Que pensez-vous des choix tactiques du coach Mohamed Wahbi? Opter pour le même collectif a été un choix courageux et assumé? Bien sûr, c'est un choix qui est très courageux. On a vu que Wahbi a vraiment délivré une masterclass tactique lors de ce match, en misant sur le même 11. Il a misé sur la continuité, sur bien sûr le fait de garder l'équipe soudée avec les mêmes automatismes. Et ça s'est vu sur le terrain. Bien sûr, l'équipe de France, au cours de la seconde période, surtout, elle a essayé de sceller la victoire à son compte. Mais les lionceaux de l'Atlas se sont battus et ils n'auront pas laissé la chance pour faire cela. Comme on l'a vu lors du match, l'entraîneur de la France, il a misé sur ses ailiers pour pouvoir débloquer la situation, mais la défense marocaine a tenu bon. Et là, on voit que tout le travail tactique qui a été fait par le sélectionneur national au cours de cette rencontre décisive. Et désormais, les lionceaux de l'Atlas visent le titre planétaire. Quelles seront les chances dimanche face à l'Argentine, qui est l'une des équipes les plus titrées dans l'histoire de la Coupe du Monde de la catégorie? Bien sûr, jouer contre l'Argentine, c'est un défi, parce qu'on parle d'une nation qui est ancrée, qui a le football ancré dans son ADN et qui a la culture de la gagne. Chose que nous avons aussi, nous commençons à avoir ici au Maroc, cette culture de la gagne. Et c'est quelque chose de bien pour ce match-là, pour cette finale. Pourquoi? Parce que les Marocains, les jeunes lionceaux, vont pouvoir s'appuyer sur la confiance qu'ils ont engrangée lors de la demi-finale face à la France pour faire face à cette équipe argentine. Bien sûr, cette équipe d'Argentine, c'est une équipe qui monopolise le ballon, qui aime monopoliser le ballon et qui aime presser très très haut. C'est pour ça que l'équipe nationale doit rester dans la rigueur tactique et la rigueur défensive pour pouvoir contrer les tentatives des Argentins pour pouvoir accéder aux cages. Et bien sûr, travailler aussi sur les transitions rapides en poussant le ballon vers le haut. C'est une des faiblesses de cette équipe d'Argentine, c'est quand elle presse, quand elle monopolise le ballon, elle laisse des espaces que les joueurs de l'équipe nationale pourront en profiter pour, bien sûr, atteindre les cages de cette équipe de l'Albi Céleste. Et bien sûr, je pense que, quel que soit le résultat de cette finale, nous sommes là devant une génération dorée de joueurs qui ont acquis de la maturité et beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui va vraiment aider notre pays alors que le Maroc organise bien sûr la Coupe du Monde 2030. C'est quelque chose de très bénéfique pour nos sélections dans le futur. Une génération dorée de joueurs que nous félicitons et à laquelle nous souhaitons bonne chance pour cette grande finale. Merci à toi, Amin Rad, journaliste sportif. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Les hommes de Mohamed Wahbi viennent donc de signer la meilleure performance d'un pays arabe de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Une qualification spectaculaire portée par un phénoménal Abdelkrim Msbahi et ses coéquipiers. Une victoire qui a fait exploser de joie des millions de Marocains. Les rues étaient envahies hier soir de rassemblements festifs. Des centaines de milliers de supporters étaient en liesse dans les cafés et les rues partout à travers le royaume. Et le peuple marocain célèbre ce jeudi 16 octobre le 50e anniversaire de l'annonce par feu Sa Majesté le roi Hassan II de la glorieuse Marche verte. Une étape phare de l'histoire du Maroc contemporain qui en rappelle l'élan patriotique inégalé pour le parachèvement de l'unité territoriale du royaume. Retour sur ce tournant lumineux dans la glorieuse lutte de libération du joug du colonialisme dans cette rétrospective de Nisré El Hamdaoui.
Il y a 50 ans, jour pour jour, un événement majeur marqua l'histoire du royaume. L'annonce par feu Sa Majesté le roi Hassan II de l'organisation de la Marche verte. Un véritable coup de génie qui conduira à la récupération des provinces du Sud. Le 16 octobre 1975, feu Sa Majesté le roi Hassan II prononça un discours qui résonne jusqu'à présent dans la mémoire de tous les Marocains. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب. Nous devons accomplir une marche verte du nord du Maroc à son sud, de son est à son ouest. Nous devons, cher peuple, agir comme un seul homme, dans l'ordre et la discipline, pour nous rendre au Sahara et pour renouer avec nos frères au Sahara. Cette importante annonce intervint juste après la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du royaume et les tribus sahraouies. L'appel de feu Sa Majesté le roi Hassan II fut entendu. Environ 350 000 volontaires issus des 4 coins du royaume répondirent présents. Hommes et femmes se dirigèrent avec sérénité vers les provinces du Sud, hissant avec fierté le drapeau national sous le grand ciel de ce territoire qui fait partie intégrante du royaume. La Marche verte, une épopée qui témoigne de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux trône alaouite, ainsi que l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. 50 ans après, c'est une autre marche, empreinte de l'esprit de cette belle épopée qui est entamée. Celle du développement tous azimuts des provinces du Sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Dans l'actualité diplomatique, nouvel essor pour le partenariat stratégique approfondi Maroc-Russie. En déplacement à Moscou, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue russe Sergei Lavrov. Une rencontre qui s'inscrit dans le sillage du partenariat stratégique approfondi conclu en mars 2016 entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Vladimir Poutine. Les deux ministres ont salué l'impulsion donnée par les deux chefs d'État dont la vision continue de nourrir et d'orienter ce partenariat. Temps fort de leur entretien, la signature d'un mémorandum d'entente portant création d'un comité de travail russo-marocain entre leur département des Affaires étrangères. Cette instance aura pour mission de dresser le bilan du partenariat et d'identifier de nouveaux axes de coopération. Direction Marrakech où se tient la conférence du réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire. L'événement porté par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Royaume célèbre une décennie d'efforts pour la primauté du droit et le renforcement des institutions judiciaires à travers les 23 conseils supérieurs judiciaires relevant du réseau des pays francophones. Écoutons cette déclaration du secrétaire général du réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, André Huimet. Cette année, c'est le Maroc qui est l'hôte de ce colloque et nous en sommes ravis. Ravis non seulement du colloque, mais ravis de voir tout ce que le Maroc fait actuellement pour l'indépendance de la magistrature. Nous débattons plusieurs thèmes reliés aux objectifs toujours du réseau. Donc, nous parlons d'abord des 10 ans du réseau, parce que ce réseau a maintenant un peu plus de 10 ans. On est dans la 11e année de ce réseau. C'est le premier thème sur lequel on va revenir, bilan et perspective. Pendant ces 10 ans, le réseau a fait non seulement des colloques, mais il a produit des documents. Et l'objet de la deuxième session, c'est précisément
de rendre compte de cette étude, une étude qu'on avait commandée à l'Institut Robert Badinter sur l'indépendance des conseils de justice. Donc, qu'est-ce qu'un conseil de justice indépendant? Quelle qualité doit avoir un conseil de justice pour qu'on le dise indépendant? C'est l'objet de nos travaux. Nous abordons évidemment les questions d'éthique judiciaire, de déontologie judiciaire, et finalement, nous allons examiner le difficile équilibre du magistrat, c'est-à-dire trouver un équilibre dans sa vie personnelle, l'utilisation des médias sociaux et son devoir de réserve. Nous ouvrons la page monde de ce journal par la France où le deuxième gouvernement Le Cornu franchit un cap en échappant à la censure des députés. Les deux motions de censure déposées par les partis de gauche radicale, la France Insoumise, et d'extrême droite, Rassemblement National, visant à faire chuter le gouvernement nommé dimanche, n'ont pas réuni les 289 voix requises. L'exécutif français franchit ainsi un premier obstacle avant le début, la semaine prochaine, des débats parlementaires qui s'annoncent vifs sur le projet de budget. Que les oppositions demandent dans les prochaines semaines d'organiser une course sur les retraites et le travail en accord. À Gaza, l'arrêt de la violence atteint son 6e jour consécutif. Si les otages encore vivants retrouvent leurs familles, les corps de 30 Palestiniens ont été rendus aujourd'hui par Israël dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younis. Pourtant, à 120, le nombre total de corps remis. En vertu de l'accord de cessez-le-feu négocié par le président américain, Israël doit restituer les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otages rendus. À Gazaville, plusieurs habitants sont de retour dans les ruines de leur maison. Parlons santé à présent avec un focus sur un sujet d'une extrême importance, la greffe de la cornée. Un nouvel ouvrage scientifique est consacré à la question. Ça s'intitule « Greffe de la cornée dans la politique de santé au Maroc ». Son auteur est avec nous, professeur Mohsin Barkali, ophtalmologue. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, la parution de votre livre coïncide avec la journée mondiale du don de la greffe et de tissus d'organes qui sera célébrée demain, 17 octobre. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour éditer cet ouvrage scientifique ? Encore une fois, merci pour l'invitation. Et comme vous avez dit, le monde entier va fêter demain la journée mondiale du don et de la greffe. Donc c'est le 17 octobre. Et je me suis dit, donc, en tant qu'ophtalmologiste, en tant qu'universitaire, il était temps d'éclairer ce qui se passe au plan politique de santé sur la greffe de la cornée. Alors, il est essentiel de rappeler que le Maroc, depuis les années 60, 50, était le leader en matière de greffe de cornée, avec la première banque des yeux dans le monde arabe et musulman et africain. Malheureusement, ce rôle de leader, on l'a perdu avec le temps, et il est dommage de constater qu'actuellement, quelques chiffres rapidement, il y a 12 millions d'aveugles à cause de la cécité cornéenne dans le monde. Au Maroc, le besoin estimé en matière de greffe de cornée serait de 8000 greffes par an. Seulement 500 patients bénéficient de cette opération de greffe. Donc, autrement dit, plus de 95% de patients aveugles de maladie cornéenne. C'est quoi la cornée? C'est cette membrane qui est transparente que je montre là et qui, grâce à sa transparence, permet d'avoir une qualité de vision de 10 sur 10. Si cette membrane est abîmée, le seul traitement, c'est la greffe de cornée. Et jusqu'à maintenant, la science, la technologie n'arrive pas à fabriquer de cornée. Ça ne peut se transmettre que d'humain à humain. Et la greffe de cornée, pourquoi il s'est développé dans le monde entier? Je vous donne quelques chiffres. Il y a 50 000 de greffes de cornée par an aux États-Unis, 5 000 en France, 6 000 en Espagne, 1 200 en Tunisie et 500 au Maroc. C'est assez choquant de voir cette situation au Maroc. Justement, est un appel. De lire, c'est un appel pour que le Maroc, qui était autrefois leader dans ces disciplines, dans les CHU publics, on faisait à l'époque, dans les années 80-90, quelque chose comme 200
200 à 300 greffes par an, mais à souligner que c'était 100% prélevé au Maroc. Actuellement, on fait quelque chose comme 500 greffes de cornée, totalement importé. Et dépendre de l'importation, ça a un coût. Ça a un coût sur le patient, ça a un coût sur cette opération qui, au Maroc, c'est entre 30 000 et 40 000 dirhams, cette opération qui n'est pas accessible à tout le monde. Déjà, on opère peu et on opère cher et on dépend de l'importation. Donc, mon livre, c'est un appel pour que cette chirurgie soit généralisée, démocratisée. C'est un engagement à une ophtalmologie marocaine inclusive, humaine et plus solidaire. Et on a les moyens, on a les compétences, on est dans les 1200, 1400 ophtalmologistes, nous avons des structures hospitalo-universitaires publiques bien équipées, privées, publiques, donc il y a tout ce qu'il faut. La solution que j'ai proposée dans mon livre, c'est que il y a des mesures immédiates. Il est temps que le Maroc arrive à une autosuffisance, c'est-à-dire il faut que les cornets prélevés au Maroc permettent de subvenir à ce besoin, comme ça se passe en Espagne et en France. Et la solution immédiate, c'est qu'il faut amender une loi qui va permettre d'un côté de soulager la demande qui est énorme en important les greffes de cornée, en généralisant l'importation au territoire national, mais surtout, l'élément important dans mon livre, c'est qu'il faut qu'on ait une vision, qu'on ait une politique, comme ça existe ailleurs, de dons et de greffes, parce que le Maroc, il est temps qu'il soit en autosuffisance, qu'on ne dépend plus de ce que va nous offrir les banques des yeux en France et en Espagne. Il est temps qu'on développe une politique de prélèvement et de dons, et c'est ce que j'ai expliqué dans mon ouvrage. Vous appelez justement à un droit à la vue qui doit être au cœur des priorités de la santé publique nationale. À travers votre livre, vous lancez un appel en vue d'une mobilisation nationale pour redonner l'espoir de voir à des milliers de Marocains qui pourront recouvrer la vue grâce à une simple greffe de la cornée. Exactement, vous avez bien choisi le mot simple qui est bien, c'est que la greffe de cornée, c'est la greffe la plus pratiquée dans le monde. C'est la seule greffe qu'on peut prélever même 5, 6, 7, 8 heures après le décès. C'est de vivant à décès, c'est de décès à vivant. C'est de l'espoir, c'est de la vie. Donc c'est une greffe qui marche bien, plus de 80% de bons résultats. Elle est la plus pratiquée dans le monde. On peut prélever cette simple membrane même 7 heures après le décès du cadavre. Donc il y a tous les ingrédients scientifiques, preuves épidémiologiques qui nous ont poussé à appliquer une vraie politique de démocratisation de la greffe de cornée. De quoi redonner espoir à des milliers de malades et de patients en attente. Et surtout, place un mot, surtout qu'il y a beaucoup de malades jeunes. Il y a des maladies comme le kératocone qui touchent les gens en pleine scolarisation. Donc c'est une pathologie qui commence à 14-15 ans et qui risque d'évoluer fatalement vers la greffe. C'est pas une pathologie de fin d'âge, c'est une pathologie d'une population jeune en pleine activité. Je vous remercie, professeur Mohsin Bqali, ophtalmologue, pour toutes ces précisions. Et gardons les yeux rivés vers le ciel, car ce soir, le ciel il sera plutôt instable sur plusieurs de nos régions. Prévoyez des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orage. Si vous vous trouvez près de Figuig, Boulman, mais également Al-Husayma, Chefchaouen, Taourir, Khmissat et Al-Hajb. Des provinces placées en vigilance orange où il tombera entre 15 et 30 mm de pluie avant une accalmie attendue aux environs de 23 heures. Fusils sur les épaules, ils peuvent désormais se lancer sur le terrain des quelques 1600 zones de chasse répertoriées à travers le royaume. La saison de la chasse a bel et bien démarré pour l'année 2025-2026. Un coup d'envoi attendu des passionnés. Notre caméra en a retrouvé quelques-uns dans les vastes étendues forestières d'El Haouz, à loisir qui se perpétue entre passion et tradition. C'est un reportage de Moatassim Billah Bouazawi et Zakaria Boukin Billah. Ils se sont retrouvés dans cette réserve de chasse de la province d'El Haouz pour s'adonner à leur passion favorite. Fusils, munitions et parfait attirail du chasseur professionnel, les férus de chasse n'auraient manqué sous aucun prétexte le lancement de la nouvelle saison. Une distraction sportive à laquelle s'adonne un nombre important de pratiquants dans la région. C'est un jour particulier pour nous, car il marque le début de la saison de la chasse. J'espère que nous aurons une bonne saison, dans la sécurité et la quiétude. Nous sommes contents de l'ouverture de la saison de la chasse. Nous souhaitons la bienvenue aux pratiquants. Nous organisons des voyages de chasse aussi bien dans les montagnes que dans les plaines. Il y a des zones réservées aux perdrix sauvages et aux lièvres.
Au cours de ces journées, les agents de l'ANF veillent au grain. Ils doivent garantir la durabilité de la chasse, préserver les équilibres écologiques et responsabiliser les chasseurs. Pour ce faire, les outils de suivi sont renforcés afin de sensibiliser toutes les parties prenantes aux enjeux de conservation. Nous adoptons un ensemble de mesures pour la délimitation et la détermination des réserves et des zones autorisées à la chasse. La direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts a mis en place un système informatique sur son site internet. L'idée est de permettre aux chasseurs de préciser leur situation sur les réserves ou zones amodiées pour la chasse, afin d'éviter toute infraction. Dans la région Marrakech-Safi, la compagnie précédente de chasse avait mobilisé 5405 chasseurs sur les territoires de la région, en générant plus de 7 millions de dirhams de redevances. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info en langue arabe, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Adila.